cœur accroché. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission À mon cœur accroché. Les mots du grand Léon Gontran Damas qui faisait sa déclaration d'amour à la Guyane. Dans cette émission, nous recevrons tous les jours des hommes et des femmes de cette terre, de ce pays, qui sont accrochés à ce pays et qui viendront nous parler de leur centre d'intérêt, de leur vie, leur parcours, leur combat également. Et ce soir, nous avons la chance et le plaisir de recevoir la toute première femme inspectrice de l'Éducation nationale. Georges Abrun-Méry, bonsoir. Bonsoir Madame Germain. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci. Vous êtes née en 1934 à Cayenne, où très tôt vous vous distinguerez par vos aptitudes scolaires et votre forte personnalité. Un caractère qui très jeune vous permet de constater et de contester en songe les inégalités de l'école année après année. La soif d'apprendre sans limite vous conduit jusqu'à l'école normale supérieure, dont vous êtes la première diplômée guyanaise. L'enseignement semble être la voie toute tracée pour nourrir votre soif de connaissances, de voyage et d'implication sur le devenir de la Guyane. D'institutrice à inspectrice, il n'y a qu'un pas pour vous. Vous ne cesserez de tout mettre en œuvre pour améliorer le système éducatif compte tenu des spécificités du territoire. Mère de 5 enfants, vous gravissez les échelons et embrassez la cause féminine en devenant déléguée chargée à la condition des femmes d'ici, mais surtout des DOM. Quels que soient vos combats, vous en revenez toujours à la conviction que l'éducation des plus jeunes est la clé de la paix dans ce monde. Un parcours hors du commun, Georges Abrun-Méry. Et malgré tout, vous avez été la première diplômée guyanaise de l'École normale supérieure, première femme inspecteur de l'Éducation nationale et 5 enfants. Où est-ce que vous avez trouvé toute cette énergie ? C'est une drôle de question. Je crois que les femmes de cette époque avaient des parents assez remarquables, on peut le dire. Bon, tous les parents sont remarquables, ça certainement. Mais c'est une époque très dure quand on la compare à maintenant. À celle dans laquelle vous vivez. Et donc, nous étions en quelque sorte, on va dire formatés, c'est le mot à la mode, pour le travail, l'engagement, la responsabilité. Donc par éducation très engagée déjà. Les parents eux-mêmes avaient déjà des comportements de personnes engagées. Ma mère, si elle ne voyait pas sa voisine, elle allait frapper à la porte et prenait les enfants en charge. Oui. Les enfants étaient à table avec nous. Donc nous avons vécu pratiquement toutes et tous dans cette atmosphère de solidarité, de responsabilité et de capacité d'engagement, sans en parler. Cela veut dire que vous me posez une question qui me déconcerte un peu. Il fallait... C'était tout à fait normal à l'époque, c'est ça ? C'était normal. C'était pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il n'y avait aucun rêve des parents derrière, sauf nous voir devenir responsables, indépendants, capable d'assumer. C'était ça la règle. Et vous avez réussi non seulement à être indépendante, mais aussi inspectrice de l'école maternelle et des enfances inadaptés en Guyane. Voilà. Donc en 1974 et l'année d'après, en 1975, Simone Veil défend la loi en faveur des personnes handicapées, la pierre angulaire de tout ce qui est politique sociale du handicap en France. Et depuis 30 ans après, la prochaine loi a suivi. Vous, pourquoi cette femme vous a autant marqué, cet événement vous a autant marqué ? Madame Veil est extraordinaire. Je ne parlerai pas de la loi sur l'IVG, mais je parlerai de son engagement en tant que femme politique chargée de la santé et de la famille. Ne pas oublier qu'à l'époque, je suis inspectrice de l'éducation, mais chargée de la condition féminine. Et la première grande chose que fait cette dame, qui ne connaît pas les départements d'outre-mer, c'est de nous réunir, toutes les déléguées, et de nous écouter. Vous connaissez beaucoup d'élus politiques qui fassent une chose pareille? Non. C'est parce qu'elle était une femme qu'elle a fait ou c'est parce qu'elle était juste à l'écoute? Nous n'étions que des femmes, mais elle le fait, oui. Elle nous reçoit, elle prend des notes, et deux ou trois choses vont sortir de cette rencontre. Premièrement, toutes les lois qui vont venir aider les femmes seules, les femmes dites seules, d'ailleurs on désigne les enfants par le nom d'orphelin, c'est-à-dire celui qui n'a pas le deuxième parent,
chargée de son éducation. Ce qui veut dire que les femmes de l'époque, les femmes de l'époque ne sont pas des femmes engagées dans le travail. Oui. Elles n'ont pas forcément les diplômes qu'il faut. Elles sont engagées dans leur famille. Elles sont engagées dans la famille. Et souvent, c'est une grande détresse parce qu'elles sont seules, parce que les hommes ont des habitudes amoureuses et autres qui sont terriblement dangereuses. À gauche, à droite. Ils me connaissent. Terriblement dangereuses pour l'équilibre des enfants et surtout pour les soins journaliers, c'est-à-dire la nourriture, la qualité de vie, le logement, la responsabilité, l'éducation. Et M. Giscard d'Estaing va appeler ça des enfants orphelins. Parlant de votre enfance à vous-même, vous qui êtes une femme d'éducation, pour avoir dirigé, en tout cas contrôlé, supervisé l'éducation en Guyane, vous avez considéré votre propre éducation, votre passage à l'école des sœurs comme inadapté. Pour quelle raison? Parce que j'ai regardé ce... Quand on occupe des responsabilités comme celles que j'ai occupées, c'est souvent parce qu'on part du passé, que l'on essaie de construire un autre avenir. L'avenir ne se construit pas comme ça. Il se pose, il campe sur des bases qui sont celles de l'enfance. Et une base plutôt friable pour vous, avec les inégalités entre les petites filles noires et les petites filles blanches. Avec des inégalités. Comment vous l'avez vécu exactement? Je ne les ai pas vécues parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme maintenant où nous avons énormément de documents qui nous parlent d'inégalités, qui nous parlent de comportements un peu... Nous étions surpris. D'ailleurs, les gens à qui je parle de cette époque me disent « mais nous aussi ». Même jamais vous n'auriez vu deux enfants en parler. Alors que maintenant, ne serait-ce qu'avec les portables, très vite, les nouvelles partent. Nous, non. Nous étions élevés dans le respect de l'adulte. Tout ce que fait l'adulte est bien. Donc, ce qui te choque, ça te choque toi, parce que, mais il y avait une expression, c'est être en affaires. Ça veut dire aller à l'encontre de ce qui est établi. Oui. Or, beaucoup de gens ont souffert de ce passage dans cette école, qui était une école un peu élitiste. Très certainement, mais il y en a encore jusqu'à maintenant. Il y a des écoles élitistes, il y a des écoles où il y a des distinctions, des différences, etc. Et où les enfants peuvent encore souffrir. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu cette vision de l'école qui me permet de construire le reste et de dire plus jamais. Vous construisez aussi un peu l'avenir, un peu beaucoup avec la lecture. Vous êtes arrivé à Guyane Première et vous m'avez demandé où est la bibliothèque. Je vous ai donc conduit à ce qu'on avait comme bibliothèque. Est-ce vrai que lorsque vous arrivez chez vos enfants, la première des choses que vous faites, c'est de demander où est la bibliothèque? Je ne la demande pas, je sais. Je ne demande pas où elle est, la bibliothèque. Tous mes enfants ont une bibliothèque. Je pose mes valises, mes petits-enfants s'occupent de ma valise et de mes manteaux, et je vais vers la bibliothèque. Pourquoi? Mes enfants lisent ce que je ne lis pas forcément. J'ai une fille qui est grande lectrice de Maryse Condé. Donc, je vais trouver dans leur bibliothèque des trous de ma propre culture. Oui. Donc, je vais vers... Ils viennent voir, donc j'ai souvent 3-4 livres. Donc un trou qu'il ne faut pas combler, c'est celui de Toni Morrison avec Beloved, qui est une de vos lectures en ce moment. Pourquoi ce choix? Écoutez, Toni Morrison, bon, d'accord, c'est vraiment une femme extraordinaire. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Elle est décédée récemment, le 5 août dernier. Voilà. Et donc, Toni Morrison, que j'ai découverte quand j'étais relativement jeune, en fait, elle m'a présenté une image de l'esclavage que je ne connaissais pas. Vous me direz que les enfants des DOM ne connaissent pas tellement l'esclavage. C'est maintenant qu'on en parle. Le président de la CTG fait un travail énorme. Moi, depuis que je suis à la tête des clubs UNESCO de Guyane, nous avons notre mois de la mémoire. Je considère qu'on ne doit pas ignorer ce qui s'est passé. Donc c'est l'histoire de Seth, c'est ça, une ancienne esclave hantée par le fantôme de sa fille. Elle n'est pas la seule, parce qu'après, j'ai lu d'autres romans des îles, de la Caraïbe,
qu'on retrouve encore. Hein, alors que nous, en Guyane, on aurait dit que, bon, bien sûr, on savait qu'il y avait eu l'esclavage, mais on n'allait pas très, très loin. Pourquoi ? Parce que mon père n'avait pas vécu l'esclavage et que nos parents n'avaient pas vécu l'esclavage. Il y a eu très peu d'écrits. Il y a eu des documents très sérieux sur le connaissement des bateaux, des choses comme cela. Mais des romans, vraiment, ça non. Et c'est pour ça que je soutiens le travail qui est fait par la CTG pour Atipa. Parce qu'Atipa nous permet quand même de prendre conscience du passé. Premier roman si tu veux construire l'avenir, il faut savoir d'où tu viens et quel est ton passé. D'accord ? Donc pour en revenir à Madame Veil, j'aimerais qu'on ne passe pas trop vite sur elle. Elle est quand même à l'origine de 3 choses qui vont nous marquer, nous les Noirs, nous les gens des DOM, des départements d'outre-mer. On va revenir sur elle tout à l'heure, parce que c'est votre coup de cœur, on reviendra dessus, d'accord, parce on que en reparlera. Et puis, c'est très important. Juste pour revenir à cette femme, Toni Morrison, un point qui vous relie quand même, c'est qu'elle a un prénom masculin, un peu comme vous, Georges, sans S. Est-ce que vous n'aviez pas eu peur de passer au service militaire, être enrôlé dans la guerre ? On avait dit à ma mère que fais attention, elle s'appelle Georges, et donc elle fera son service militaire. Et ma mère, horrifiée, s'est rapprochée de la mairie de Cayenne pour savoir ce qu'elle pouvait faire. Mais ce qu'elle pouvait faire, c'était simplement lever l'S, hein, parce que c'est la lettre S qui marque finalement la masculinité. Autrement, le nom Georges existait sans S, mais il était réservé finalement au roi. Beaucoup de rois d'Angleterre, George. Et puis, il y a une grande famille aux États-Unis, très riche, mais enfin, je n'en fais pas partie. Bon, donc, conclusion, nous avons adopté le Georges sans S, alors que beaucoup de femmes portent Georges avec l'S. Bon, final. Moi, je suis très fière de l'absence de cette lettre. D'abord parce que ça fait un petit peu différent, ça me rappelle un peu Georges Sand, et puis c'est un petit coup. Ça n'a aucun rapport en fait. Votre Georges et celui de cet auteur. Non, c'est pas parce qu'elle avait lu, elle lisait, elle était grande lectrice, mais elle avait laissé écrire. Vous savez, c'est pas comme maintenant. Hein. Quand on allait, d'abord, les femmes étaient encore en couche, c'était les maris qui allaient déclarer. Les enfants, on n'accouchait pas forcément à l'hôpital, on accouchait chez soi. Donc, et les femmes devaient rester couchées un bon moment. Maintenant, au bout de 3 jours, vous êtes debout, vous vaquez à vos petites occupations. Pas à l'époque. Donc, ce n'est pas elle qui faisait la déclaration. Et l'écriture du prénom Georges n'a pas dû tellement la tracasser. Oui. Heureusement qu'on l'a appelée pour le lui dire. Simone Veil, est-ce que c'est vrai que c'est la seule politique dont vous avez une photo chez vous ? C'est la seule. Pourquoi ? C'est vraiment la seule. D'abord parce qu'elle m'a toujours plu. Vous l'avez rencontrée ? Dans quelles circonstances ? Son courage. Oui. À l'époque, nous n'avions pas la télévision encore, mais on a beaucoup parlé de cette fameuse nuit. Oui. Et déjà, je m'étais dit, si elle avait été guyanaise, on aurait dit que c'est une femme dioc, mais elle était plus que dioc. Et elle a tenu. Et même maintenant, il faut continuer à tenir. Dans un monde politique où les femmes étaient quasi absentes à l'époque. Alors, c'est pas la première femme ministre. Hein. Il y en a eu d'autres. Mais elles étaient, en général, des secrétaires d'État, toujours, très souvent autour de la famille. Après, on a commencé à leur donner des responsabilités un petit peu différentes. Elle était ministre de la Santé et de la Famille. Et elle s'est intéressée au département d'Outre-mer. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il n'en est pas moins vrai que nous avons été réunis et que, à partir de là, sont sorties ces fameuses lois sociales en faveur des femmes seules. Et je vous disais que parfois elles ont été utilisées abusivement. J'ai fini par me dire que pour une personne l'utilisant de façon abusive, il y en avait 10, 20, 30 qui en avaient vraiment eu besoin pour leurs enfants et qui avaient réussi l'éducation de leurs enfants. Donc, on n'en parle pas parce qu'il y a eu après tellement d'allocations qu'on oublie
ce premier combat obtenu par la délégation aux droits des femmes sous l'action de Mme Veil. La deuxième... Vous avez été vous-même déléguée aux droits des femmes. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Déléguée à la condition féminine dans les Outre-mer. Voilà. Et en tant que déléguée, comment est-ce que vous avez vécu à l'époque le travail des femmes? Comment est-ce que c'était vécu par les gens d'avoir une femme qui travaille, qui dépose son enfant chez la nounou, chez l'assistante maternelle? C'était pas à la mode. Oh non, pas du tout. Comment c'était vécu par les gens? C'était les parents, très souvent, qui prenaient les grands-mères, les grands-parents. On fait un travail extraordinaire dans cette Guyane. Très souvent, c'était les grands-mères qui se... Alors, soit la fille était chez elle avec ses enfants, soit elle se déplaçait. Ne pas oublier que ça se passe quand même dans les années 70 et que les moyens de locomotion ne sont pas terribles. Bon, quand on a une voiture, quand on roule en vélo d'ailleurs, la plupart du temps, on roule en bicyclette. Et les bus, pratiquement, il y en a pour les longues distances, Cayenne, Sinamari, etc. Mais les grands-parents, on n'en parle presque pas. Les grands-parents ont fait un travail énorme d'aide. D'aide par le travail qu'elles accomplissaient pour les enfants, la rigueur qu'elles apportaient pendant que la mère essayait d'aller au travail. Et c'était rien de bien extraordinaire. J'ai bien envie de connaître votre opinion sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Encore aujourd'hui, à salaire et à compétences égales, les femmes touchent un salaire 9% moins cher, 9% moins important que les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez avec cette rencontre que vous avez eue avec cette femme, C'est le travail qui continue. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié toutes les déléguées qui ont été nommées après moi. Elles ont continué ce travail en faveur de l'égalité. Donc on est parti de la condition de la femme. La condition, et c'est là que Giscard d'Estaing, le président, mais c'était un mouvement universel à l'époque. Pratiquement l'ONU elle-même s'était préoccupée. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et donc, l'année 1975 a été en quelque sorte l'année de la femme, l'année de la condition féminine, où on a fait l'addition de toutes les inégalités et où un certain nombre de lois ont été prises de manière à compenser. Mais les inégalités persistent encore dans certains domaines. Je serais presque tentée de dire que parfois, les femmes maintenant exigent d'autres choses que le mot liberté ne sous-tend pas. Mais enfin, ça, c'est un autre combat. Et donc, on est parti de la condition féminine pour aller maintenant vers l'égalité réelle. Et on en est bien loin encore, Georges Abraméry. Ça commence. On a encore couru du chemin. Oui. Vous qui avez vécu autant de choses actuellement, je me permets de parler d'un autre sujet à présent, histoire d'aborder à peu près toute votre vie. Que reste-t-il de votre enfance? Vous qui aimez cette citation de Antoine de Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. Alors là, j'ai une enfance extraordinaire. D'abord, j'avais une mère extraordinaire parce qu'elle a pu, après la mort de son mari à l'âge de 43 ans, élever 6 enfants. C'est pas comme maintenant. Elle nous a assis. Elle nous a dit ceux qui veulent continuer des études, comme du temps de leur père, vont continuer. Bon, donc, et le courage des familles continue. Ceci dit, j'ai eu la chance d'avoir une famille assez extraordinaire. Mon père, pendant une partie de sa vie, a été directeur de Placère, sur Saint-Élie. Et donc, nous étions en pension lorsque ma mère rejoignait son mari. Et à chaque vacances, nous avions des pirogues qui nous attendaient pour nous conduire à Saint-Élie. Et nous prenions le petit train que certains Guyanais connaissent et qui déraillait plus souvent qu'à son tour, mais qui existait quand même. Et donc nous avions le fleuve, nous avions toute la richesse du fleuve, nous avions l'or, voire acheter une boîte de sardines avec de la poudre d'or dans un petit papier. Il y a peu d'enfants qui ont vécu des choses de ce genre.
aller à l'achat, jeter livret, récupérer. Non, j'ai une enfance absolument extraordinaire. Et je suis tout à fait d'accord avec Saint-Exupéry. Et l'enfance, c'est un droit, c'est un cadeau, mais c'est aussi un talisman pour le futur. La tradition commence aujourd'hui. Et dans cette émission, notre tradition sera de faire écrire par l'invité sa citation dans le livre d'or. Je vous laisse l'écrire dans le livre d'or. En attendant, je m'apprête à vous poser une autre question. Allez-y, je vous en prie. Je peux. Vous pouvez. Alors, Saint-Exupéry, que j'adore, dit on est de son enfance comme on est d'un pays. Oui. Et moi, j'ai la chance, alors je vous l'écris. Et pendant ce temps, moi, j'ai une petite question pour vous. On dit de vous que vous êtes une femme droite dans vos bottes, une réputation de fer, et que vous êtes une femme de caractère. Suzanne Huil, vous la connaissez? Alors là, écoutez, c'est ma copine. C'est mon amie d'enfance. Vous savez ce qu'elle dit de vous? Non. Bon, on va voir ça tout de suite. Ah, mais c'est une femme que j'admire. Vous savez qu'elle a été directrice. Ça a été toujours une jeune fille, quand je l'ai connue toute jeune. C'est elle qui parle. Très avenante, très gaie. Et puis elle a toujours eu la parole facile, hein? Oui, pour convaincre, ça, et je le reconnais. Et vous savez, depuis, nous sommes toujours restés amis jusqu'à aujourd'hui. C'est une copine admirable, admirable. Et puis, de grandes compétences, je tiens à le dire, de grandes compétences. Et surtout, elle a beaucoup de cœur. Le jour qu'elle est venue me voir à l'école Jean Massé, maternelle Jean Massé, au lieu, je crois bien qu'elle était peut-être venue pour m'inspecter, eh bien, l'anecdote, c'est que nous, toutes les deux, on s'est mises assises et puis on a raconté toutes les histoires du monde. L'heure est passée comme ça. Georges, des fois, je pense à toi. On se rencontrait là au coin. On bavardait un petit peu. Et puis, c'est toi qui m'as dit, mais viens avec nous à l'école des filles. Et puis, j'ai sauté le pas et je suis venue te rencontrer. Mais moi, j'ai pris du fer après. Voilà. Mais Jean, quand même, je suis restée dans l'enseignement. Je n'oublie jamais que tu as toujours été à mes côtés. Toujours. Toujours. Voilà. Et je t'en remercie. Jusqu'à maintenant. Elle est formidable. Oui. Vous connaissez depuis longtemps, du coup, depuis l'externat Saint-Joseph? Je ne sais pas, on a dû se rencontrer au lycée. Ensemble à l'école. On a dû se rencontrer au lycée, puis chez les sœurs. Bon, mais je ne me souviens plus tellement des camarades de l'école des sœurs. Par contre, au lycée, oui. Et vous savez, sa mère est morte. Hein, je raconte cette anecdote, c'est pour vous parler d'éducation tout à l'heure. Oui. Sa mère est morte, elle n'avait pas fini sa scolarité. Et elle a pris un poste à l'Éducation nationale. Et je la rencontre et je lui demande comment ça s'est passé. Oui. Elle m'a dit, écoute Georges, j'avais plus de 50 élèves, donc des enfants de maternelle. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis assise, j'ai posé la tête sur mes bras, sur mes mains, et j'ai pleuré. Et elle est devenue directrice de l'école d'application. C'est la plus belle histoire de ce métier que je connaisse. Oui. À l'époque, on n'était pas accompagnés comme maintenant. Elle a découvert la maternelle, qui est le cycle le plus dur de tout le système français, ou de tout le système éducatif. 100 personnes, le premier jour, elle avait 50 à 100 enfants dans une petite classe, sans matériel particulier. Georges Rabaud-Méry, on s'est dit que cette chanson, sur ces belles paroles, vous ferait plaisir. Celle-ci. Je ne sais pas, celle que vous voulez. Vous la connaissez? Oh, Georgia. Georgia of my mind. Oh, c'est de Django Reinhardt. Hein? Vous avez fait un choix extraordinaire. C'est créé par Django Reinhardt et repris par... voilà, extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ma jeunesse. Bon, extraordinaire. C'est sur cette merci, douce merci. Ça, c'est un super cadeau. Ça, c'est un super... Georgia of my mind. Extraordinaire. Alors, merci. C'est quoi cette citation que vous nous écrivez? Alors, moi, je vous ai mis « On est de son enfance
comme on est d'un pays, le pays de l'enfance. Je crois que c'est la plus belle recommandation qu'on puisse faire à des jeunes, à des enseignants. L'enfance, c'est un pays. Et on aura toute sa vie ces souvenirs-là. Oui. Et ça, c'est l'un de mes combats. Merci, Georges Abraham-Méry. Sur ces belles paroles et sur cette musique, nous recevons Rudy Carré, qui est de la radio, qui vient me dire un peu ce qui se passe à la radio. Rudy, bonsoir. Bonsoir à Lionel, bonsoir Madame Abraham-Méry. La radio va très bien. Je rappelle qu'au dernier sondage, on était à plus de 49% de part d'audience. On remercie bien évidemment les auditeurs de Guyane, la première, tout à fait. Et puis voilà, on a décidé de reconduire cette grille avec Muriel Barthélémy, qui est la directrice éditoriale. On a fait quelques petits changements seulement. Alors l'événement cette année, c'est le buzz de Bruno Jonel qui a un petit peu changé. On a changé l'horaire. Au lieu de 11h, eh bien, il est à 12h15 et 12h50. Alors la petite nouveauté, au-delà du répondeur qu'on diffuse dans l'émission de Bruno Jonel, eh bien, nous avons isolé un message. Oui. Voilà, un message, on va dire un coup de gueule. Oui. Et la nouveauté cette année, c'est que nous avons... Les institutions peuvent répondre Exactement. Directement. Nous avons donné la possibilité aux institutions donc, de répondre à certains messages des auditeurs, puisque le répondeur était diffusé chaque jour, mais il n'y avait pas forcément de réponse pour les questions que se posent nos chers auditeurs. Et bien cette année, la grosse nouveauté, c'est ça, c'est le buzz est devenu un grand format. Et pendant, voilà, entre 12h15 et 12h50, les auditeurs peuvent toujours appeler, mais aussi les institutions peuvent toujours répondre en direct ou par voie de communiquer aussi à certaines questions que se posent nos chers auditeurs de Guyane. La première. Autre nouveauté, eh bien, c'est Oriana Prosper. Oriana Prosper, eh bien, qui quitte son créneau de 13h15 pour revenir au créneau du matin. Elle prend place maintenant dans le Tukushipan depuis déjà une quinzaine de jours sur notre grille de la radio, avec entre 9h et 10h où elle parle de toute l'actualité culturelle. Et puis Claire Marine, notre découverte des vacances 2019. Claire Marine, c'est bien tout simplement elle qui reprend le créneau d'Oriana Prosper pour 1, 2, 3 Soleil entre 13h et 15h. L'après-midi, ça ne change pas, avec Mikey pour À nous-mêmes qu'est nous-mêmes. Autre petite nouveauté le week-end, eh bien Rétro Mélodie passe à 2h au lieu d'1 heure, entre 10h et midi. Et puis le top également change de voix. Avec Steve et Lina, on a concentré le top sur 1 heure et les auditeurs, maintenant, la petite nouveauté, peuvent voter uniquement sur les sites Facebook de Guyane La Première et les votes, tout simplement, sont repris le week-end d'après pour un nouveau classement. Voilà les nouveautés de la grille radio. Admirablement synchrone, vous êtes arrivé à la fin de votre discours également avec la musique qui s'achève. Et merci beaucoup, Georges Abraham-Méry. Merci à vous, Rudy Carré, d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Georges Abraham-Méry. Première femme guyanaise, inspecteur de l'éducation nationale. Le hasard. Oui. Le hasard. Alors non, je n'y apporte aucune gloriole, non. Oui. Et pour vous, d'avoir vécu cette vie aussi fournie. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.